Verrier Majuscule, spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs depuis plus de 100 ans, vous présente le Petit Vendée Globe. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Petit Vendée Globe. Alors on pourrait croire que c'est moi qui pilote cette émission, mais pas du tout. Ce sont mes petits reporters qui mènent la danse et qui passent à la moulinette tous nos invités. Alors nos invités, qui sont-ils ? Eh bien ce sont des skippers qui vont participer au prochain Vendée Globe. Et mes petits reporters, si vous suivez bien les émissions, vous les connaissez déjà. Mais pour ceux qui arrivent en cours de route, eh bien je vais vous les représenter. Alors aujourd'hui, nous avons Elia. Nous avons Robin, nous avons Alice, nous avons MARTIN, nous avons MARTIN Martin, nous avons Lina et nous avons Lucas. Tout le monde va bien aujourd'hui ? Oui. Bon. Alors, ils ont entre 6 et 11 ans et ils ont préparé plein de questions sur un thème très précis à poser à notre invité. Mais d'ailleurs, qui est notre invité du jour ? Comme d'habitude, je vais essayer de vous le faire deviner. Attention, Lina. Sois patiente. Notre invité du jour a 34 ans. Il est vendéen. Faudra lui demander si c'est vrai, mais il paraît qu'il adore emmener des bons becs quand il part en mer. C'est quoi des bons becs ? Des bonbons. Des bons becs, des bonbons. Il adore emmener des bonbons en mer. C'est sa deuxième participation au Vendée Globe. Il y avait déjà participé il y a 4 ans, mais il avait été obligé d'abandonner après avoir heurté un ovni. Objet flottant non identifié. J'ai l'impression que Lucas a déjà une idée. Il s'est fracturé les cervicales en 2023 lors d'une course. Notre skipper, et il s'est recousu la tête tout seul. Il s'agit de Sébastien Simon. C'est Sébastien Simon, notre invité du jour, qu'on accueille tout de suite. On attend Sébastien. Quel accueil, Sébastien. Bonjour. Je t'en prie, assieds-toi. Ça va bien ? Très bien, et vous ? Est-ce que tu as déjà été interviewé par des enfants, Sébastien ? Non, mais je les vois s'agiter depuis tout à l'heure. Ah, ils ont vraiment hâte de te rencontrer. Les enfants, Sébastien, les petits reporters, Sébastien, les petits reporters. Alors aujourd'hui, Sébastien, ensemble, on va parler des risques et des accidents sur cette course incroyable qui est le Vendée Globe. Mais avant ça, on va regarder un petit magnéto sur le thème de cette émission. On regarde ça tout de suite. Depuis 1989 et le tout premier Vendée Globe, 200 concurrents ont pris le départ de cette course hors norme. Mais seuls 114 ont réussi à couper la ligne d'arrivée. C'est dire la difficulté de celle qu'on surnomme l'Everest des mers. J'ai jamais été dans des conditions pareilles, j'avoue là je suis pas fan du tout. Mais bon, c'est dans le grain qu'on reconnaît le marin, il paraît. Aïe aïe aïe, putain, ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, faut tenir encore un petit peu. Là, c'est vraiment la grosse galère. On en a eu des galères, mais celle-là... Et oui, Manuel, pour faire le Vendée Globe, il faut être un bon marin, c'est sûr, mais également un bon bricoleur. Pour un premier essai d'un moteur de vérin hydraulique de pilote automatique. Et le bricolage que tous redoutent, c'est celui qu'il faut parfois faire en haut du mât. Et mes petits reporters, je vous rappelle que le mât d'un IMOCA mesure 30 mètres de haut, soit un immeuble de 9 étages. Vous avez envie d'y monter, vous ? Ah, c'est pas le truc que je préfère, hein. Ah, réparation. Salut. Ça va en bas ? Ah ben y'a personne. Là c'est à peu près mon cauchemar qui se réalise, je tente une montée au mât pour essayer de réparer mon gilet. Voilà, souhaitez-moi bonne chance. Mais la plus grande crainte des skippers, c'est de casser le bateau. Lors de la dernière édition du Vendée Globe, Kevin Escoffier en a fait l'amère expérience. Le 1er décembre 2020, la direction de course déroute plusieurs skippers pour tenter de le sauver. La pire chose que je redoutais, c'était ça. Donc Kevin est à bord d'un radeau de survie et la DC vient de m'appeler pendant que je regardais un film pour aller secourir Kevin. J'avoue que j'ai la boule au ventre. J'essaie de rester concentré. En tout cas, voilà, je fais route vers Kevin et j'espère qu'on va le retrouver. C'est finalement Jean Le Cam, lui-même victime d'un chavirage en 2008, qui parviendra à récupérer Kevin Escoffier. Pour assurer la sécurité des marins, les bateaux sont de plus en plus contrôlés. La direction de course connaît presque en temps réel la position des skippers et à bord, différents équipements de sécurité sont obligatoires. Notre invité du jour, lui, ne navigue plus sans un nouvel accessoire et va nous raconter pourquoi. C'est Martin qui a fait le décompte.
Voilà Sébastien, donc on vient de voir un magnéto pour expliquer un petit peu que vous partez pour une course quand même assez incroyable et il y a des risques sur cette course. On va en discuter tous ensemble. C'est Elia qui va te poser la première question. Vas-y ma grande. Est-ce que tu as déjà eu un accident en mer? Oui, malheureusement, effectivement, j'en ai eu un pas longtemps. Et du coup, en fait, je me suis cogné la tête très très fort. Et C'est une question qui parle de ça. Et donc, voilà, j'ai eu un accident, effectivement, je me suis cogné très très fort la tête, et du coup, j'ai perdu la mémoire. On appelle ça une commotion cérébrale, c'est quand ta tête heurte très très fort quelque chose. Et du coup, maintenant, je porte un casque. Et donc, effectivement, ça a été mon accident où je me suis cassé une partie du dos, une vertèbre, et puis j'ai dû me recoudre tout seul le front. Donc maintenant, je porte en permanence un casque avec moi qui m'évite les accidents. Voilà, ça me protège un peu plus. Tu le mets que quand il y a du mauvais temps ou tu l'as tout le temps? J'avoue qu'avant, je le mettais pas souvent, parce que c'est vrai qu'on n'est pas très à l'aise avec un casque. Il faut avoir l'habitude de le porter. C'est pareil quand on fait du vélo. Aujourd'hui, on ne s'imagine plus forcément partir en vélo sans porter un casque. En bateau, ça devient un peu la même chose. Avant, je ne le portais pas, et depuis mon accident, en fait, ça devient presque une habitude, un automatisme. Donc quand je vais me coucher, ou quand je me réveille, ou quand je vais manœuvrer, je porte toujours mon casque. Et surtout, alors sauf quand il fait grand soleil, que le bateau va pas vite, etc., je peux me permettre de l'enlever. Mais dès que le bateau commence à atteindre 20 nœuds de vitesse, quasiment 40 km/h, je porte mon casque sur ma tête, ce qui m'évite, voilà, ça me permet de prendre plus de précautions. Lucas, tu avais une petite question toi aussi? Oui. Mais c'est que j'en avais une autre. Oh, tu la poseras après, on va laisser Lucas là. Quels sont les équipements obligatoires de sécurité et est-ce que tu rajoutes des équipements en plus de sécurité? Oui, j'ai effectivement d'autres équipements parce que chacun a ses petites habitudes, mais ce qui est obligatoire, évidemment, c'est le gilet de sauvetage. Tu vois, pour faire simple, ça c'est un gilet. Là, il est dégonflé, mais on le porte sur nous et dès que le gilet va être immergé dans l'eau, il va se gonfler, un peu comme dans les avions, c'est un peu la même chose. Et puis sur ce gilet, il y a, comme tu vois ici, un harnais de sécurité. Donc dès que je vais sur le pont pour aller manœuvrer, en fait, je m'accroche au bateau pour éviter de tomber à l'eau. Le but, c'est que je ne tombe pas à l'eau et que le gilet ne se gonfle pas. Donc j'utilise ce harnais de sécurité. Après, il y a un autre équipement qui est obligatoire. On a déjà parlé du casque, on a parlé du gilet de sauvetage. Il y a la combinaison de survie qui est ici dans un sac, on appelle ça une TPS. Lina, elle avait une question sur la combinaison de survie. C'est quoi ta question? Avant que je te montre la TPS. Est-ce dur d'enfiler la combinaison? Non, c'est pas dur. Le but, c'est que si jamais je dois évacuer le bateau, parce que le bateau coule, ce qui peut arriver, ce qui est très rare, mais ce qui peut arriver, il faut que je puisse l'enfiler très très vite. Et cette combinaison, elle me permet de flotter et en plus, elle m'évite d'avoir froid. Donc c'est une combinaison qui ressemble un peu aux Teletubbies, tu vois. Voilà. Et t'as vu, on te demande pas de l'enfiler. Non. On est sympa. Peut-être qu'on lui demandera. Donc il y a après les l'émission. pieds, il y a les mains, il y a la cagoule, et puis il y a une fermeture complètement étanche. Et donc ça, je la mets en étant tout habillé. Et puis avec ça, je flotte et j'ai pas froid. Et puis ça me permet d'attendre les secours en sécurité. Voilà. Comme Robin. Kevin Escoffier. Exactement. Et tu peux flotter avec, même sans ton gilet? Oui, je peux flotter parce que c'est du néoprène, il y a beaucoup d'air dedans, et en plus c'est une combinaison qui flotte. Et derrière, il y a un gilet normalement qui est pas là pour qu'on puisse le ranger, mais il y a un gilet, une flottabilité qui est à l'arrière en plus. Donc grâce à ça, j'ai pas froid et en plus je flotte. Voilà. Robin? Est-ce que c'est possible que ton bateau il se retourne? Oui et non. Alors, question piège, vas-y, dis-nous tout. Normalement, le bateau il est équipé d'une quille, et la quille permet de redresser le bateau dans toutes les circonstances. Il pourrait se retourner, mais il va se redresser tout seul. Par contre, c'est déjà arrivé que des bateaux perdent leur quille, alors c'est déjà il y a plusieurs années. Aujourd'hui, ça n'arrive plus, maintenant on ne sait jamais. Mais si jamais le bateau se retourne, je reste dans le bateau en attendant le secours, et j'ai une porte de sortie tout à l'arrière, donc le tunnel de survie, on appelle ça, qui me permet de sortir du bateau au moment où les secours arrivent. Voilà. Mais de toute façon, à l'intérieur du bateau, je suis en sécurité, le bateau il est 100% étanche, donc il y a l'eau qui ne rentre pas, il y a de l'air dans le bateau. Mais c'est arrivé qu'on voit de l'eau rentrer dans des bateaux, qu'on oui, voit parce qu'il y a des trous. écoper le bateau. Oui, Des fois, ça arrive qu'il y a des trous dans le bateau. Exactement, ça arrive. Maintenant, quand il y a des trous, il faut garder l'air qui est à l'intérieur du bateau, donc on peut fermer des cloisons, et c'est ce qui permet de garder le bateau hors de l'eau.
Voilà. Alice, c'est à toi, tu avais une petite question? C'est quand la fois où tu as eu le plus peur? Mais on me pose souvent cette question, quand est-ce que j'ai eu le plus peur? Mais je sais pas trop. C'est vrai que mon accident l'année dernière où je me suis cogné la tête et cassé le dos m'a fait peur, mais après coup, je dirais, une fois que j'étais rentré. Et quand j'ai dû repartir en course en début d'année pour la Transat CIC, là, je dirais que j'ai eu un petit peu peur, parce que je me suis rappelé ce qui m'est arrivé. Après, j'ai eu d'autres expériences où j'ai dû monter en haut du mât, où j'ai eu des petites choses. C'est si dur que ça de monter en haut du mât, parce qu'on voit toujours les skippers dire « Oh là là, faut que je monte en haut du mât, oh là là, j'ai pas envie ». C'est quand même à 27 mètres de haut, il faut s'imaginer. On n'arrête pas complètement le bateau, on garde des voiles. Et 27 mètres de haut quand on est au port, pourquoi pas. 27 mètres de haut quand on est en mer, il faut s'imaginer que là-haut, ça bouge énormément. Donc, c'est pas une partie de plaisir. Mais comment tu fais pour monter tout en haut du mât? Il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas d'échelle, non. On monte à la force des bras avec des outils d'escalade. Donc, tu montes à la force des bras, tu as un espèce de descendeur qui est accroché à ton harnais et qui va te permettre d'être bloqué en haut. Donc, on va se mettre en sécurité. Par contre, pour descendre, on utilise du matériel d'escalade. Et effectivement, j'ai eu quelques petites frayeurs dans ma plus jeune expérience au début de ma carrière, où j'ai oublié le matériel une fois en haut. Et je m'en suis rendu compte qu'après. Ah oui. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Du coup, tu t'es accroché au mât comme ça et t'es descendu, oui. Exactement. Comme une barre de... Je souriais pas, mais oui, effectivement. Il y a Martin qui n'a pas posé de question encore. T'as une question, Martin? Si tu te blesses, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient t'aider? Et non, je suis tout seul à bord du bateau. C'est là qu'est la grande difficulté, c'est que si jamais il m'arrive quelque chose, il n'y a personne pour m'aider. En tout cas, pas dans l'immédiat. Si t'arrive quelque chose, toi en vélo ou sur la route ou à l'école, il y a les pompiers, le SAMU qui vont arriver, donc les secours. Et il y aura du monde autour de toi en plus. Moi, si je suis en mer, je suis tout seul. Et donc la seule solution, c'est de... Tu peux appeler tes collègues. Bien sûr. Alors j'appelle les secours, effectivement. J'appelle la direction de course, ceux qui organisent la course. Et ils vont essayer d'organiser une chaîne des secours, comme on appelle tout simplement. Et donc ça va être soit des concurrents à côté, donc les copains, soit des cargos ou des pêcheurs, soit peut-être un avion, mais l'avion il ne va pas atterrir dans l'eau. À part si c'est un avion qui a atterri sur l'eau. Oui. Qui est fait pour une fusée. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle un hydravion. Un hydravion. Bon, je crois qu'on a... Une fusée, ça atterrit dans l'eau. Une fusée, non, ça va atterrir plutôt sur la Lune. On n'a plus le temps, Malina, mais on va lui poser plein de questions après l'émission parce que je crois qu'on a encore plein de questions à te poser. Ouais, on a tous des super questions à poser, mais l'émission, elle est trop courte. Il faut qu'on fasse des émissions plus longues. Promis, l'année prochaine, là, dans 4 ans, on fait des émissions d'1 heure. Mais là, pour aujourd'hui, c'est terminé avec notre invité Sébastien Simon. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un élément clé dans une course au large, le sommeil. Allez, à bientôt! C'était le Petit Vendée Globe avec Verrier majuscule, votre spécialiste de fournitures aux entreprises et éducation et loisirs.